Vous avez écouté, j'imagine, le président Macron s'exprimer depuis Bruxelles après ce Conseil européen. Est-ce que sa force, la façon dont il mène les discussions avec l'Allemagne vous ont convaincu? En tout cas, la direction qu'il défend pour l'Europe, c'est celle que je partage. L'Europe, à quoi ça doit servir? Ça doit servir non pas à des discussions entre nous sur des réglementations, des détails et des accessoires, mais à défendre nos intérêts stratégiques. D'abord, à défendre nos intérêts stratégiques face aux grandes puissances que sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie. Ils ont des intérêts, nous aussi. Mais on a pris la mauvaise habitude depuis des décennies de ne pas défendre nos intérêts au titre de la libre concurrence et finalement de ne jamais demander la réciprocité. Les États-Unis, c'est un pays très fermé économiquement, finalement, proportionnellement à ce qu'on regarde en Europe. Et ils profitent de nous, on détruit de ce fait-là des emplois. L'Europe, c'est une force. On ne peut pas le faire tout seul. La France, elle ne va pas pouvoir négocier avec la Chine avec la même efficacité que si on arrive à 500 millions. C'est d'ailleurs l'expérience que les Britanniques sont en train de faire. Et la deuxième chose, c'est à l'intérieur de l'Europe. Ce culte, cette obsession de ce qu'ils appellent la concurrence libre et non faussée, a conduit à une politique de dumping social vers le bas qui met en concurrence les salariés européens entre eux. Et ça aussi, il faut le corriger. Donc je partage totalement les axes qu'il a avancés. J'ajouterai que nous avons besoin aussi, puisque nous avons créé une monnaie, l'euro, que les pays qui partagent dans cette zone euro aient un budget européen commun et un ministère des Finances communes et que soient capables de plus partager. En réalité, ce qui ne fonctionne pas dans l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on l'a construite à moitié. Si vous construisez la moitié d'une voiture, elle ne vous permet pas d'avancer. Concernant la situation en France et la lutte contre le terrorisme qui a été également évoquée lors de ce Conseil européen, Emmanuel Macron a demandé à ce que l'on croise le fichier des détenteurs d'armes avec le fichier des fichiers S. Évidemment, c'est après l'attaque déjouée sur les Champs-Élysées. Il était temps ? Je ne vais pas le rendre responsable, il vient d'arriver, mais enfin c'est même invraisemblable que ça n'ait pas été fait avant. Chaque Français comprend bien qu'on peut pratiquer le tir sportif, mais à partir du moment où on est fiché S, on ne peut pas laisser les armes à quelqu'un. Donc évidemment, il aurait fallu que ce soit fait avant ? Bien sûr, je ne comprends même pas, et personne, aucun Français ne peut comprendre que ce n'était pas le cas précédemment. Le projet de loi antiterroriste présenté ce matin au Conseil des ministres montre des aspects positifs selon vous ? Oui, et il y a des aspects sur lesquels il ne va pas assez loin. Je pense d'abord, je réclamais, je crois l'avoir fait d'ailleurs avec vous il y a quelques mois, plus de 15 mois, le fait que les mesures exceptionnelles pour lutter contre le terrorisme qu'on met dans l'état d'urgence, ces mesures, elles sont nécessaires durablement, donc il faut les mettre dans le droit, de façon équilibrée, dans le droit commun. Il y a beaucoup de mesures qui me paraissent utiles. Il y a 2 choses ou 3 choses que je ne comprends pas, je vais vous les relever très rapidement. Lorsque le préfet décide que dans une zone, on peut contrôler, fouiller, palper les personnes parce qu'on a une crainte d'attentat, il va falloir l'autorisation d'un juge pour contrôler l'identité. Ça me paraît ridicule. Je pense que tous les Français sont capables d'accepter qu'on contrôle leur identité dans le contexte de guerre terroriste qui nous est livrée. Deuxième chose que je ne comprends pas, c'est qu'on pourra placer sous bracelet électronique des gens qui aujourd'hui sont assignés à résidence, mais ce bracelet électronique ne peut pas géolocaliser les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où ils se trouvent si jamais ils franchissent les limites. Pardon, mais si on dit à quelqu'un tu ne peux pas franchir les limites de la commune et qu'on découvre simplement qu'il les a franchis mais qu'on ne sait pas où il est, je ne vois pas très bien à quoi ça sert et moi je veux qu'on puisse aller le chercher tout de suite parce qu'à ce moment-là il y a danger, peut-être danger imminent. Et la troisième chose, c'est sur la fermeture des lieux de culte que les préfets pourront prononcer, mais il y a eu un débat manifestement, notamment avec le Conseil d'État mais aussi un débat interministériel où la provocation à la haine et à la discrimination ne permettrait pas de fermer un lieu de culte. Je vais vous donner un exemple. La France, c'est un pays où l'égalité entre hommes et femmes est majeure. Le président de la République lui-même en fait une de ses orientations. Mais alors ça veut dire que s'il y a dans tel ou tel lieu de culte des appels à discriminer les femmes, on ne le ferme pas ? On laisse se propager ce genre de choses. Je crois qu'il va falloir renforcer un peu le projet tel qu'il est en tout cas envisagé. Premier conseil des ministres ce matin avec le nouveau gouvernement, le gouvernement Édouard Philippe II, avec énormément de nouveaux venus et avec le départ, évidemment, cette semaine de François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Vous dénoncez une présomption de culpabilité, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû quitter le gouvernement ? Je pense qu'il ne pouvait pas rester ministre de la Justice, mais qu'il pouvait parfaitement rester au gouvernement. Ce n'est pas François Bayrou dont je parle. C'est tous ceux qui sont concernés depuis des années où à peine une enquête est-elle ouverte. Et il y a beaucoup d'enquêtes qui sont ouvertes en France, parfois sans que les intéressés le sachent. On considère que la personne doit quitter ses fonctions, dans le cas présent, fonctions ministérielles, alors qu'à la fin de l'enquête, la plupart du temps, il ne se passe rien et on se rend compte que
avoir une enquête en cours, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, fort heureusement. Je vais même vous dire, une mise en examen, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Être renvoyé devant un tribunal, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, mais à ce moment-là, pour un ministre, ça me paraît délicat. Et cette présomption de culpabilité, elle devient dangereuse pour la démocratie. Parce que n'importe quel monsieur X accuse monsieur Y de quelque chose, et ça suffit pour le faire arrêter. Mais est-ce qu'on ferait ça dans une entreprise? Est-ce qu'on fait ça dans un club de sport? Voilà, il y a un moment donné où la présomption d'innocence, c'est d'abord la raison de l'opinion publique. Et là, je m'adresse à vos téléspectateurs. C'est pas parce qu'il y a une enquête que nous devons considérer en notre fort intérieur que la personne est coupable. S'il y a des juges, des policiers, des gens qui vont faire le travail pour savoir la vérité, c'est justement la confiance qu'on doit leur faire. Quand les gens sont coupables, on doit être impitoyable. Mais on ne doit pas les condamner simplement sur le soupçon. Un mot sur le profil des nouveaux ministres, très techno, très techniciens, dit-on. Est-ce que vous saluez la compétence de certains d'entre eux? Écoutez, moi j'avais entendu que le gouvernement s'ouvrirait à la société civile. Il s'est surtout ouvert aux technocrates. Voilà, je suis de ce point de vue-là très dubitatif parce que gouverner la France, ça demande des compétences, mais ça demande aussi de bien connaître la France. Et j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de sociétés civiles, j'ai vu beaucoup de grandes écoles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait que dans les grandes écoles qu'il y ait des gens qui soient capables de gérer notre pays. Parfois même, ça peut être consanguin. Parce que si une ministre, il est énarque, et que son directeur de cabinet, il est énarque, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de ce cercle de compétences assez remarquables, mais aussi d'un petit monde très fermé sur lui-même? Est-ce que cela remet en cause votre volonté de voter la confiance au gouvernement? Ça ne remet rien en cause. Notre volonté à l'UDI, elle est très simple. C'est de sortir des jeux de rôle et des postures qui font que quand on n'a pas gagné les élections, et nous n'avons pas gagné les élections, on critique systématiquement le pouvoir en place, surtout. Emmanuel Macron, je vous le disais, sur l'Europe, sur l'égalité des Français devant les retraites, sur un certain nombre de sujets. Je partage ce qu'il dit, ou plus exactement d'ailleurs, parce qu'il est quand même plus récent que nous dans la vie publique. Il a repris un certain nombre de choses que nous proposons. Et parce qu'on a perdu l'élection, il faudrait dire le contraire. Mais il y a des choses aussi avec lesquelles je suis en désaccord. Des choses sur lesquelles il faut aller plus loin. Je parlais du projet terrorisme, de lutte antiterrorisme. Je peux parler de l'éducation nationale, où l'individualisation des enseignements pour les enfants qui ne sont pas au même rythme que les autres, et l'autonomie pour les enseignants, pour qu'ils s'adaptent aux enfants qu'ils ont en face d'eux, est une nécessité. Et puis des choses contre lesquelles je combattrai totalement. Par exemple, l'augmentation de la CSG, parce qu'elle ne me paraît ni efficace, ni équitable. La suppression de la taxe d'habitation parce que ce n'est pas la bonne réforme. La bonne réforme, c'est de fusionner la taxe d'habitation et la taxe foncière pour qu'on n'ait qu'un seul impôt local et qu'il soit proportionnel aux revenus de chacun. Voilà, donc simplement, sortir de cette posture, ça permet d'ouvrir le dialogue. On verra si le gouvernement, je crois qu'Édouard Philippe y est prêt, on verra si le président de la République, ce sera à lui de répondre, est prêt à dialoguer avec des gens qu'il a qualifié lui-même le 7 mai au soir. Il a dit « Je tiendrai compte de l'avis, des opinions, de ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, mais qui ont voté pour moi au second tour. Nous sommes ceux-là. » Est-ce qu'il saura tenir compte de nos avis? Accepter qu'on puisse évidemment s'opposer à lui, mais accepter aussi notre soutien quand les projets sont partagés et les corrections, quand sa majorité, son parti unique, commettra des erreurs. Ça veut dire que malgré votre opposition à la hausse de la CSG, vous vous apprêtez à voter la confiance? Nous sommes en train de travailler à la construction d'un groupe avec une vingtaine de députés UDI et des députés républicains qui veulent aussi sortir des postures. Faire de la politique différemment, avoir une force parlementaire, une force politique nouvelle qui permet de dire quand c'est bien ou quand c'est mal, pas en fonction de l'interlocuteur, mais de l'idée qui est posée sur la table. Dans ce groupe, il y a des gens qui souhaitent, des parlementaires qui souhaitent voter la confiance. Donc ce sera une quarantaine de députés au total. Oui, je pense qu'on peut être un peu au-dessus de 40 parlementaires. Certains souhaitent voter la confiance, d'autres donner le bénéfice du doute en s'abstenant. Après tout, ce gouvernement est à peine en place, laissons-le travailler, soutenons ce qui permet à la France de se redresser, corrigeons les excès d'une majorité qui est tellement pléthorique qu'effectivement elle en commettra comme toutes les autres avant, et combattons les erreurs quand il y en a. Donc pas de chèque en blanc a priori au gouvernement? Moi, je ne comprendrai pas à quoi sert un député s'il fait un chèque en blanc. Un député, c'est là pour examiner texte par texte, ligne à ligne, mot à mot, et pour corriger ce qui lui paraît ne pas aller dans le bon sens. Est-ce qu'un rapprochement avec le MoDem est envisageable ou pas? Non, ce n'est pas d'actualité. En termes de groupe? C'est pas d'actualité. Aujourd'hui, vous êtes quand même dans l'opposition? Ou est-ce que vous êtes dans la construction? Est-ce qu'on doit oublier le mot opposition complètement? Il y a quelque chose à l'Assemblée nationale, vous vous déclarez soit dans un groupe d'opposition, soit dans un groupe minoritaire. Minoritaire, ça veut dire que vous êtes dans la majorité. Nous avons choisi d'être un groupe d'opposition constructive, mais pas d'opposition a priori, pas d'opposition systématique. Et très franchement, plus il y aura de points de rencontre avec le gouvernement parce qu'il reprendrait ou il accepterait des idées qui sont les nôtres, est-ce que ce n'est pas notre travail? Est-ce que ce n'est pas ce pourquoi les Français nous ont élus? Je vais même vous dire,
Je crois que ce que les Français attendent, c'est de nous, du président, du Premier ministre. Mettez-vous d'accord sur un certain nombre de choses et faites avancer le pays. Ça fait 35 ans que le chômage augmente. Ça fait 35 ans que la dette explose. Ça fait 35 ans que l'éducation nationale, au lieu d'être un ascenseur social, finit par amplifier les inégalités. Ça fait 35 ans qu'on creuse la dette sociale et qu'on refile la facture à nos gosses. Voilà. Les Français voient bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, ils nous demandent de changer d'attitude. C'est ce que nous décidons de faire. Il faudra voir si le pouvoir est capable de le faire. Ce gouvernement a vocation à durer longtemps, a dit Emmanuel Macron. Pardon ? Le gouvernement a vocation à durer longtemps, à rester longtemps, a dit Emmanuel Macron ce matin au Conseil des ministres. C'est ce qu'il a dit exactement il y a 3 semaines lors de la formation du premier gouvernement qui a tenu. Je pense qu'un président de la République qui, au lendemain de la nomination d'un gouvernement, dirait « ce gouvernement ne va pas durer longtemps », serait une vraie surprise. Donc je ne pense pas qu'il faille attacher beaucoup d'importance à cette phrase. Par nature, quand il nomme un gouvernement, c'est pour essayer de travailler avec lui un certain temps. Et puis ensuite, ce sont les événements qui font qu'un gouvernement change. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, d'être venu ce soir sur notre antenne. Dans un instant, la météo et le journal. À tout de suite.